Hop, comment tu as préparé toutes tes notes? Ouais, j'ai tout. Ah, ça m'étonne même pas de toi. Euh, Déjà, on peut commencer par, pour tous ceux qui te connaissent pas, peut-être. Il y a beaucoup de gens qui nous saluent, donc salut à tous, vous êtes beaucoup. Euh, qui es-tu? Parce qu'on n'a pas encore sorti d'épisode ensemble officiellement. Et ça ne saurait tarder, non? Semaine prochaine ou celle d'après, je sais plus. Qui je suis? Du coup, Laure Fernandez, je suis maître de conférence qui revient en fait à partager mon activité entre une activité d'enseignement à l'université et une activité de recherche dans un labo CNRS, donc à l'Institut des sciences du mouvement. CNRS, c'est Aix-Marseille Université. Ouais. Donc j'ai un doctorat en neurosciences et je travaille sur tout ce qui est entraînement cognitivo-moteur, processus cognitif, prise de décision, focalisation attentionnelle, toutes les habiletés cognitives qu'on peut mettre en place en sport Mhm. notamment, mais aussi pas mal sur tout ce qui est charge cognitive en lien avec des industriels. Et à côté, je suis préparatrice mentale, donc je travaille aussi sur les habiletés mentales, donc je dissocie quand même pas mal les habiletés cognitives des habiletés mentales. Et du coup, à travers cette activité de prépa mentale, j'accompagne différents athlètes de Mhm. différents sports sur l'individuel, mais également sur des sports co. Voilà, Pas mal. ça remplit bien les journées. Ouais. Donc si tu dois résumer très rapidement, euh, tu es préparatrice mentale Ouais, et aussi enseignante-chercheuse à ouais, l'université sur tout ce qui est domaine mental, psychologique, cognitif et c'est ça, perceptif. c'est ça. Ok. Exactement. Habileté mentale, habileté cognitive, psychologie et aussi tout ce qui est couplage, perception, action, prise d'informations dans l'environnement et neurosciences comportementales, contrôle du geste et optimisation de la Ok. performance selon ces facteurs mentaux et cognitifs. Ok. On peut spoiler un petit peu. On fait une petite annonce en direct. L'épisode qu'on va sortir ensemble, peux-tu me rappeler le thème? Waouh, on a parlé de tellement de Ah choses. Non, on a parlé essentiellement des habiletés cognitives en sport, donc tout ce qui est processus de traitement de l'information entre le stimulus et la réponse, enfin entre la prise d'information et la réponse donnée. On a parlé aussi de profilage cognitif, donc comment on arrive à mesurer les capacités cognitives des sportifs et comment mhm. on arrive à proposer finalement un profilage cognitif au même titre que ce qu'on pourrait proposer un profilage physique. Donc on avait pas mal parlé de tout ça. On avait aussi pas mal parlé de comment proposer un protocole d'entraînement cognitivo-moteur en étant structuré dans son protocole d'entraînement, mais en étant également individualisé et du coup proposer un protocole d'entraînement basé sur le profilage cognitif qui aura été fait en amont. Voilà, donc on avait pas mal discuté de tout ça. On avait aussi pas mal discuté de comment mettre en place un protocole d'entraînement cognitif, enfin cognitivo-moteur, Mhm. de façon assez simple et purement pratique, donc le côté intervention terrain. Et on avait un tout petit peu abordé finalement la spécificité de l'expertise, comment on devient un expert, qu'est-ce qu'une la théorie de l'apprentissage, enfin qu'est-ce que l'apprentissage Ouais, d'une habileté motrice avec les notions de feedback, mais je crois qu'on l'avait très peu abordé très peu, et ouais. du coup l'idée c'est peut-être de l'aborder à un autre moment. Donc ouais, la plupart des gens sont maintenant au courant, mais tu vas intervenir sur la première formation qu'on organise en mai. Donc en plus, c'est pour toi, c'est à Ouais, domicile, parce que c'est à la fac de Marseille. ouais, Euh, terrain connu. t'as- Tu vas nous proposer quoi exactement sur cette formation? De quoi tu vas parler? Ah, est-ce que tu m'entends là? Ça y est. Ok. Je te disais, de quoi tu vas nous parler pendant ta formation, ta participation à la formation? Bah, écoute, l'idée, après en avoir quand même un petit peu discuté ensemble, l'idée c'était de revenir sur justement ce que c'est que l'apprentissage moteur. Ouais. Euh, comment
permet à des apprenants d'apprendre de nouvelles habiletés motrices. C'est quand même assez large tout ça et je pense qu'il y a pas mal de nouvelles théories qui permettent de rendre cet apprentissage, alors je dirais pas plus rapide, mais peut-être plus axé sur d'autres facteurs que simplement l'apprentissage d'une gestuelle ou d'une technique parfaite. L'idée, c'était d'essayer de répondre à des questions comme comment vous déterminez, puisqu'on s'adresse à des entraîneurs ou à des intervenants dans le milieu de l'accompagnement sportif. L'idée, c'est d'arriver à l'issue de la formation à ce que les entraîneurs répondent à des questions comme comment ils déterminent que leurs jeunes ont appris. Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment sur quel point ils cherchent à faire progresser leurs jeunes. Donc, après la notion d'apprentissage, vient la notion de perfectionnement. Donc, comment on distingue finalement un novice d'un expert? Comment on passe d'un novice à un expert? Donc, au tout début, on a un protocole d'apprentissage. Ensuite, on a un protocole de perfectionnement. Donc, finalement, est-ce qu'ils se posent les bonnes questions pour réfléchir à qu'est-ce qu'ils cherchent, enfin ce à quoi ils cherchent à faire progresser leurs jeunes. Comment est-ce qu'ils sont certains qu'ils ont appris et non pas simplement qu'ils se sont adaptés à une nouvelle condition. Donc là, il y a la notion de persistance finalement de l'habileté motrice dans le temps, ce qui définit finalement bien un apprentissage. Donc comment on s'assure que ça a été appris et non pas simplement que le jeune se soit adapté de façon éphémère. Comment améliorer le processus d'apprentissage, qui sont des questions vraiment très terrain que j'incite tout entraîneur à se poser, auxquelles on pourra essayer de répondre à travers cette masterclass. On reviendra aussi, on pourra revenir sur la fameuse règle des 10 ans de pratique ou des 10 000 heures de pratique pour un expert. Finalement, quel processus, quel protocole d'apprentissage permet de devenir expert et pourquoi maintenant cette règle des 10 ans est en train de devenir plus ou moins caduque. Moi, j'aimerais bien faire une capsule aussi, donc à vous de me dire si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Ça peut être le but du direct, du live aussi. Est-ce que ça vous intéresse le fait de faire une capsule sur le rôle de l'entraînement avec le support vidéo dans l'apprentissage? Et j'aimerais bien quand même aborder, mais de façon beaucoup plus précise, la notion de feedback. Quel est le rôle ou quel est l'apport des feedbacks donc si on se place de la part de l'entraîneur, hein, quel est l'apport des feedbacks dans le processus d'apprentissage, donc quand ils essayent de transmettre quelque chose aux apprenants, quel type de feedback on peut faire, quelle est la fréquence à laquelle on peut donner des feedbacks, finalement quel type de feedback on peut faire aux apprenants en fonction du profil motivationnel de l'apprenant. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant d'ouvrir une petite parenthèse sur la théorie de la motivation, le but étant d'essayer de garder un certain climat motivationnel dans le protocole d'apprentissage et les feedbacks peuvent aider à garder un certain climat motivationnel des apprenants. Mais pour ça, ça nécessite aussi potentiellement d'individualiser les feedbacks en fonction du profil motivationnel de l'apprenant. Donc tout ça, ça peut être assez intéressant à aller fouiller un petit peu, à aller décortiquer un petit peu cette notion de feedback. Voilà, et potentiellement, ouais. Je te coupe une seconde. Pour ceux qui ne sont pas universitaires, c'est quoi un feedback? Alors, un feedback, c'est tout retour qu'on peut faire sur le geste qui a été réalisé par l'athlète. Donc, on peut faire plusieurs types de retours. Hein. Un simple retour sur le fait qu'il a réussi l'essai ou pas. Alors, il a marqué son but ou il n'a pas marqué le but. Mais on peut faire aussi des retours qu'on appelle des retours un petit peu plus de qualité sur la façon dont il s'y est pris pour réaliser le geste qu'on lui a demandé de réaliser. Donc, il n'y a pas que des retours sur le fait qu'il a réussi ou pas, mais il y a aussi des retours sur, au-delà du fait qu'il a bien réussi, qu'est-ce qu'il a bien réalisé? Est-ce qu'il a bien réalisé son geste? Comment il a réalisé son geste? Parce qu'en fait, selon les activités sportives, le pratiquant n'a pas toujours accès
Ouais. À la façon dont il a réalisé son geste. Si on pense à un gym, par exemple, en, en cours d'apprentissage, hormis d'être vraiment très bien éduqué à tout ce qui est sensation kinesthésique et proprioception, sinon l'apprenant, il est incapable de savoir quel angle il avait à un certain niveau de rotation ou à un certain endroit de sa rotation. Donc c'est pour ça que la vidéo peut être un support, mais le feedback de l'entraîneur, qui lui a un point de vue externe à l'athlète, est quand même vachement intéressant dans l'accompagnement à l'apprentissage d'une gestuelle en sport. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ces feedbacks, c'est quel retour on peut faire à l'athlète sur la production motrice qu'il a faite, le geste qu'il a réalisé. Ok. Qu'est-ce que tu vas aborder aussi le jour de la conférence? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Est-ce qu'on a fait le tour? Alors, si j'ai le temps, parce que là, déjà, en ayant balayé les quelques éléments qu'on vient de balayer, j'ai quand même l'impression qu'il y a de quoi discuter un moment. J'aimerais quand même aussi vraiment avoir une partie application de terrain. Alors déjà, en rendant l'intervention très interactive, en interrogeant les entraîneurs déjà sur ce qu'ils font, parce que finalement, c'est eux les spécialistes de l'apprentissage et qui construisent des situations d'apprentissage à chaque séance d'entraînement qu'ils proposent ou à chaque cours de PS qu'ils proposent. Donc déjà, quels sont eux quelle est pour eux la façon dont ils s'y prennent pour perfectionner, pour essayer de rendre cet apprentissage le plus optimal possible. Et ensuite, peut-être leur donner des exemples de situations de terrain ou de construction de séances qui favorisent l'apprentissage. Donc, on peut réfléchir à proposer plusieurs fois le même exercice. Donc, pourquoi de temps en temps, on lui demande de répéter plusieurs fois, alors que de temps en temps, on change les consignes d'une répétition à l'autre. Donc, tout ce qu'on est vraiment dans la structuration de la construction de la séance. Donc, ça, c'est plus la partie vraiment application terrain. Leur donner aussi des billes sur les dernières données de la littérature sur le type de feedback, sur la fréquence du feedback, sur pourquoi privilégier tel type de feedback à tel autre type de feedback, mais toujours en se basant sur qu'est-ce que eux ils font et pourquoi ils font. Donc essayer d'avoir cette interaction avec les participants au colloque sur le fait de les amener à se questionner sur qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce qu'ils font déjà. Voilà. Et vraiment, si j'arrive à avoir du temps, ou si tout ça m'a pas pris la matinée, j'aimerais également partir sur la notion de créativité. Ouais. Alors, c'est très à la mode en ce moment, très en vogue. Moi, j'aimerais arriver à faire passer quelques messages qui permettraient à l'entraîneur d'être plus créatif dans ses séances, de sorte à rendre l'athlète plus créatif dans sa motricité. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Le challenge, ça sera d'arriver à vous faire passer cet éclairage sur, cette nouvelle tendance sur mettre de la créativité partout finalement à l'entraînement. Rendre l'entraîneur créatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de créer des contenus qui permettent finalement de rendre l'athlète acteur de son développement moteur. Et tout ça va dans le sens de ne plus prescrire des situations d'apprentissage, ou des séances, mais de créer les conditions de réalisation pour que l'athlète découvre par lui-même la réalisation motrice vers laquelle l'entraîneur essaye de l'amener. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, c'est un mouvement orthonormé. On va essayer de dire dans telle situation, tel type de réponses sont valides et à toi de trouver celle qui te convient, c'est ça? C'est ça, ou c'est éventuellement proposer ce qu'on appelle une approche par contrainte, lui mettre des contraintes
qui vont totalement à l'encontre de la logique interne de l'activité, mais qui lui permettent, lui, de développer ou d'aller chercher des solutions comportementales qu'il n'aurait jamais découvert s'il n'avait pas été confronté à ces contraintes. Un exemple concret, en foot, conduite de balle chez un apprenant qui apprend à conduire le ballon, enfin à dribbler avec le ballon, on va lui demander de dribbler les bras croisés ou de dribbler les bras derrière la tête, qui forcément impose un déséquilibre postural pendant sa conduite de balle, pendant son dribble, et va lui contraindre à trouver, lui, le bon équilibre dont il a besoin pour dribbler, mais aussi pour garder les bras derrière la tête ou les bras croisés. Il y a un exemple assez connu en tennis, chez Djokovic, qui s'entraîne beaucoup à faire rebondir la balle devant son filet avant de la renvoyer dans le carré adverse. Donc, qui est complètement à l'encontre de la règle du tennis, où tu n'as pas le droit de faire rebondir la balle de ton côté, mais tu dois l'envoyer directement en face. Et finalement, ça le contraint à ralentir son jeu, à réfléchir à comment il va s'y prendre pour envoyer la balle dans une certaine zone en face, tout en ayant la contrainte de la faire rebondir de son côté. Bref, tout ce système de contraintes, dans un premier temps, ou a priori sans creuser, ça a juste pour but de désorganiser le geste et de le sortir de sa zone de confort. Mais au final, cette créativité, ça va pousser l'athlète à aller balayer un certain répertoire comportemental qu'il n'aurait jamais balayé en temps normal. Et finalement, ça va lui permettre, le but de tout ça, ça va lui permettre d'être plus créatif au niveau comportemental, et ça va lui permettre, en termes de performance, de mieux répondre à toute incertitude auquel il pourra faire face en situation de compétition ou en situation de jeu. Donc, c'est vraiment introduire de la créativité dans l'entraînement, donc pour l'entraîneur, donc devenir un entraîneur créatif, et on pourra définir qu'est-ce que c'est que cette créativité beaucoup plus en détail, dans le but de rendre les pratiquants créatifs en termes de créativité motrice et créativité comportementale. Ok. Je ne sais pas si je suis Donc claire. Ça joue aussi sur le comportement, quoi. Ça joue sur le comportement, ouais. Et ça joue surtout sur la variabilité comportementale. Donc, du coup, on a un comportement qui est beaucoup plus variable. Ça joue sur la prévention des blessures, parce qu'au final, au niveau biomécanique, on ne sollicite plus le système au même endroit, mais on va visiter des zones non visitées d'habitude. Ça joue sur le plan psychologique, ça joue sur le plan motivationnel, parce que du coup, l'athlète trouve un autre enjeu dans cette variabilité recherchée. C'est plus ludique, ça sort un petit peu des sentiers battus. Donc, ça permet une meilleure implication de l'athlète, ça permet un meilleur engagement et une meilleure implication sur la durée. Donc, ça joue vraiment sur le côté motivationnel. Bon, ça a plusieurs avantages. Et c'est des petites situations toutes simples à mettre en place qui peuvent finalement être assez pertinents et encore plus pertinents auprès des jeunes et des adolescents qui sont quand même la cible de la masterclass que tu proposes début mai. Yes. Alors, ça répond à la question de Yassir qui demandait si justement il y avait un lien. Alors, attends que je retrouve la question, je remonte. En gros, entre l'apprentissage cognitivo-perceptif et la prévention des blessures, LCA. Ouais, complètement. Donc, voilà, complètement. Complètement. Et ça, je pourrais faire un aparté sur l'entraînement cognitivo-moteur. Et en gros, être créatif à son entraînement, ça veut dire également rendre un environnement beaucoup plus challengeant au niveau cognitif. Donc, on peut charger, on peut mettre de l'incertitude, on peut mettre plein d'informations à traiter. Certaines sont pertinentes, d'autres sont moins pertinentes. Du coup, ça alourdit un petit peu la charge attentionnelle que l'athlète va impliquer, que sollicité par la situation. Et du coup, ça permet d'entraîner ce qu'on appelle l'endurance attentionnelle et la résistance attentionnelle. Et ça permet d'éloigner les blessures. Pourquoi ? Parce qu'on permet à l'athlète d'être
plus souvent dans des situations ce qu'on appelle de chaos. Et il a été carrément montré dans la littérature scientifique que notamment en football, toutes les ruptures des croisés surviennent dans des situations de surcharge informationnelle, de surcharge attentionnelle et dans des situations de chaos. Donc de fatigue et de surcharge informationnelle auxquelles l'athlète peut pas faire face, et du coup ça demande trop d'adaptation biomécanique, et généralement il n'y a plus de ressources attentionnelles pour avoir ces adaptations biomécaniques, et généralement il y a un mauvais positionnement, mauvaise posture et craque. Donc ça c'est largement démontré dans la littérature. Il y a une autre question sur l'entraînement cognitif. Comment et quel apport à l'apprentissage par vidéo sur leur programme? Ça, on interviendra normalement dessus sur le jour de la conférence. On va y répondre. Ouais. Oui, et l'entraînement avec le support vidéo, ça peut vraiment être très large. On peut aussi partir sur la notion de visualisation, d'imagerie mentale. Bon, ça peut être... oui, c'est pas que ta vidéo qui sort de ton caméscope ou ton iPhone. Non. C'est vraiment plus large que ça. Non. Et ça, je peux l'aborder quand on parle de feedback. Ouais. Le feedback, ça peut être l'entraîneur qui fait un retour à l'athlète, mais ça peut être aussi l'entraîneur qui montre la vidéo de l'exécution parfaite d'un saut à la perche de la Villenie, par exemple, et à l'athlète de savoir qu'est-ce qu'il va retirer dans cette vidéo d'un mouvement parfait. Donc, ça peut être englobé finalement dans toutes ces notions de feedback ou de retour qu'on fait à l'athlète. La semaine dernière, on a sorti l'épisode avec Rodolphe Boucher, qui est entraîneur national en gymnastique. Je ne sais pas si tu l'as regardé, mais il en parle beaucoup justement à cette différence entre les athlètes qui sont plus à dominante visuelle ou plus à dominante kinesthésique. Et c'est assez intéressant. Donc, déjà, une première brique de réponse, c'est regarde l'épisode de Rodolphe. Et deuxième brique de réponse, c'est viens à la conférence. Pour rappel, c'est à Marseille et en distanciel, le 4 et 5 mai. Donc toi, tu interviens, si je dis pas de bêtises, le dimanche matin, non? Ouais, super. Au lieu d'aller à la messe, tu vas venir nous prêcher la bonne parole. Du coup, c'est ça. Du coup, à moi incombe la lourde tâche de réveiller tout le monde après la soirée du samedi soir. Ouais, parce que la soirée va être cool. Super, merci Julien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Pardon? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. S'il y en a qui en commentaire peuvent dire par rapport à tout ce que j'ai essayé de balayer, s'il y a des attentes ou des questions qui restent en suspens et qui souhaiteraient que j'aborde, justement qu'ils en profitent. J'ai absolument pas monté le contenu de la formation, donc il y aura pas mal de réponses, mais en commentaire du replay. Ok. C'est souvent comme ça. Donc voilà. je les poserai et on y répondra ensemble. Allez-y. Mais non, écoutez, 3 thèmes, apprentissage, feedback et puis créativité à l'entraînement pour rendre l'athlète plus créatif. Ça me semble déjà pas mal. C'est pas mal. Pour tous ceux qui veulent des informations et qui sont encore là dans le replay, surtout pour ceux du replay, vous avez toutes les informations sur le Linktree de notre profil Instagram et vous pouvez vous inscrire, il y a encore des places, donc profitez-en. Laure, merci beaucoup. Merci à toi. On se voit en mai. Et on se voit aussi la semaine prochaine, mais sur l'émission. Ah oui. Ça marche. Allez, ciao. Merci bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Bye, Julien. Ciao.